Pour ce nouveau webinaire French Morning, aujourd'hui, on va parler investissement en France sous forme d'un talk show, comment réussir votre investissement en France. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Bertie Koller, associé gérant de Dreameo, qui est spécialiste en investissement locatif, et le plaisir aussi de retrouver Laure Lewis, responsable des financements pour les non-résidents, pour Carte Financement, qui est le financement spécialiste des financements des entreprises, des professionnels et des clients patrimoniaux, et crédit pour non-résidents. Merci à vous deux de nous retrouver aujourd'hui. Rapidement, on est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, directement dans les commentaires. Si vous êtes sur Zoom, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera la parole si vous le souhaitez. Et je vais tout de suite passer la parole à Laure, qui va nous présenter un petit peu le contenu de ce webinaire. Merci à vous deux une fois de plus de nous retrouver. Tout à fait Clément, bonsoir à tous et bonjour à tous pour ceux qui sont matinaux. Comme l'a expliqué Clément, ce soir nous sommes venus vous parler de l'immobilier, sujet assez redondant et on voit beaucoup dans les réseaux et dans la presse, assez redondant, mais c'est tout de même l'investissement préféré des Français résidents et non résidents. Donc nous allons bien sûr faire un point sur l'actualité, notamment avec Bertie sur les prix, moi par rapport au crédit, il y a beaucoup de choses aussi également à dire. Quelles vont être nos perspectives, pour les prochains mois? Également, nous allons prendre les bases, d'un projet, d'un processus, d'achat immobilier. Il y a plusieurs étapes et elles sont importantes et nous allons vous les expliquer les étapes de l'acquisition et du financement. Nous allons aussi, parcourir des exemples concrets, c'est comme ça qu'on peut, vous expliquer les réalisations, par le passé, de nos clients, aussi bien sur l'acquisition que sur le financement. Et bien évidemment, très important, les conseils que nous allons vous donner des conseils et des pièges à éviter, sur, votre achat, pour, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cet investissement immobilier depuis les États-Unis. Et bien sûr, vers la fin, nous sommes à votre disposition pour toute question. Si vous avez vraiment des cas personnels, n'hésitez pas, à nous contacter sur nos mails, soit on le mettra dans le chat ou aller sur nos sites internet Carte Financement et Dreameo. Je laisse la parole à Bertie. Merci Laure, donc bonsoir à tous et bonjour à tous. Donc je suis Bertie, moi je vais me focaliser sur la partie, immobilière. Donc l'idée c'est de vous, dresser un bilan, le bilan 2021. Donc les slides vont apparaître, hein. Donc ce qu'il faut retenir de cette année 2021, c'est que ça a été une année, record, tant en termes de nombre de transactions que de prix. Nombre de transactions parce qu'on a atteint, les 1 200 000 transactions, dans l'ancien, sur toute la France. Donc ce qui représente quand même une hausse très importante, de plus 12 par rapport à 2019 et 17,5 depuis 2020. Alors 2020 étant quand même marqué par la crise covid, donc avec des confinements et des baisses de transactions, bien évidemment pendant ces périodes-là. Donc, record, assez important. Alors ça a été principalement boosté, non pas forcément par les grandes villes comme ça l'a été le cas pendant les années précédentes, mais essentiellement par, les périphéries des grandes villes, les villes moyennes, les zones rurales et balnéaires où, là, on a observé une grosse, augmentation des transactions. Donc une vraie appétence, pour les Français de peut-être s'éloigner des grandes agglomérations, quand ils le pouvaient. On remarque que ce nombre de transactions est lié, souvent, à une hausse également des prix. Donc sur tout le territoire français, il y a eu, une forte augmentation des prix. Également, donc toujours au niveau des zones rurales ou villes moyennes où bien on a augmenté une augmentation, de plus de 8 et stations balnéaires, on a carrément, atteint les 12 d'augmentation en un an, ce qui est assez important. Alors ces chiffres montrent, une vraie appétence en fait pour l'immobilier, des Français. Et on se rend bien compte que les Français, voient dans l'immobilier une vraie, valeur refuge, face à ces marchés un petit peu incertains. Également, ces hausses ont été, boostées par, l'accessibilité, au crédit, et la facilité à accéder au crédit et les taux d'intérêt qui étaient assez bas et qui nous ont permis d'investir.
et de faire donc de très belles années. 2022, les perspectives, donc on a eu en début d'année un léger tassement, à la fois du nombre de transactions et des prix. Alors c'est assez normal, on était, dans un contexte un peu particulier, contexte, politique déjà avec les élections, en 2022, élections présidentielles. On est toujours un petit peu attentiste de ce qui va se passer. Également le contexte géopolitique, hein, avec la guerre, en Ukraine, qui peut avoir des impacts, enfin qui a d'ailleurs des impacts déjà sur le marché. Également un contexte économique avec l'inflation, et l'accessibilité au crédit un peu plus compliquée. Laure vous en parlera, qui peut freiner les projets, d'investissement. Et enfin, il y a également un contexte, réglementaire, qui peut, empêcher ou en tout cas freiner certains projets d'investissement. Je pense par exemple à la loi climat, qui met, des quelques qui rend, plus difficile le marché locatif. Puisque c'est une nouvelle contrainte, hein, qui est imposée, aux propriétaires bailleurs, notamment de rendre leurs logements, je dirais un peu plus accessibles en termes, énergétiques. Même une interdiction, de louer leur propre logement si, leurs logements sont, considérés comme passoires énergétiques. Donc je ne sais pas si vous visualisez bien cette grille, des performances, énergétiques avec des lettres, hein, de A à G, et à partir de 2023, par exemple, les logements, qui ont la lettre G ne pourront plus être mis, sur le marché locatif. Voilà. Donc c'est vraiment, quelque chose dont il faut se méfier et prendre en considération, pour les futurs achats ou les travaux. Également, donc je veux bien qu'on change Pardon, la excuse-moi. diapositive. Pardon. Donc voilà, 2022, la 1re, le 1er semestre a été un petit peu plus attentiste. On voit qu'il y a une reprise en juin, hein, on le voit par les chiffres sur la carte, à droite, avec, une légère augmentation des prix, de l'immobilier en France. Un dynamisme qui reprend, et si on fait un zoom sur Paris, la diapositive, d'après, on voit que, également le marché parisien reprend un bon rythme. Il est intéressant de regarder cet indice, hein, l'indice de tension immobilière qui montre que, le nombre d'acheteurs, est plus important, hein, que le nombre de vendeurs, et notamment à Paris, qui permet de maintenir, je dirais une valeur, immobilière assez haute. D'ailleurs, si on regarde la carte, à droite, on voit que les prix, hein, de l'immobilier, parisien restent élevés, hein. On est en fonction des arrondissements, entre 9 500 € du mètre carré et 14 500 pour, le fameux cher 6e arrondissement. Voilà. Il me semble intéressant de faire un petit, zoom sur le marché locatif à Paris. Donc Paris, c'est 2,2 millions, d'habitants, hein. Il y a 1,3 million de logements, et sur ces 2,2 millions d'habitants, 62 sont des locataires. Voilà, de leur résidence principale. Et la plupart de ces locataires, résident dans des studios, ou des 2 pièces. Donc la surface médiane, locative est assez faible, hein, 22 mètres carrés. 40 d'entre eux sont des étudiants et 38 sont des gens qui sont en CDI ou en CDD. Et donc la part, effectivement du marché immobilier, des achats, sur Paris, la part des investissements locatifs est assez important. On voit que, 30 des acheteurs achètent à Paris pour, mettre leur appartement en location. Cette part augmente, hein, elle était, en 2019, elle était de 17 donc elle a fortement augmenté, en 2 ans. Et enfin, il est intéressant de savoir qu'à Paris, avec 200 000 €, on peut déjà commencer à être propriétaire d'un logement. Moi, je vais vous parler de l'actualité donc sur les crédits. Comme l'expliquait Bertie, déjà, clairement, le constat, c'est la remontée des taux d'intérêt depuis quelques mois maintenant.
quelle a été l'origine du problème? C'est donc l'inflation. À cause d'une reprise rapide, hein, de l'économie post-pandémie, fatalement, les entreprises ont augmenté des prix, sur certaines matières premières. Des habitudes de consommation aussi, depuis la pandémie, qui ont changé, hein, notamment, des ruptures de stock dans les produits d'amélioration du quotidien, de l'habitat, donc une forte aussi augmentation des prix, sur ces produits-là. Augmentation des prix également, liée à l'énergie, le gaz et le pétrole, principalement liés au conflit avec l'Ukraine et la Russie. Donc, fatalement, ça a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat et la solution, pour y remédier, c'est, d'augmenter les taux d'intérêt. Voilà, donc la BCE a annoncé encore ce jour, hein, qu'elle va continuer à le faire, progressivement et elle ira aussi loin que nécessaire, pour pallier, cette inflation qui remonte. Sachez tout de même, moi j'ai commencé ma carrière en 2008 et je faisais déjà des emprunts pour les non-résidents. En 2008, les non-résidents empruntaient à 5,5. Là, on parle, on va dire, d'un taux moyen à peu près à 2 hein, sur 20 ans pour un non-résident. Donc ça reste tout de même des conditions très attractives et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que comme il y a une remontée des taux, il y a tout de même une forte demande, hein. Les clients, se précipitent pour, mener à bien leur projet immobilier. Donc fatalement, il y a des délais plus longs, hein, au niveau du traitement des dossiers au sein des banques. Les banques sont plus sélectives dans le choix du dossier. Concernant les non-résidents, elles sont toujours ouvertes. Elles demandent un peu plus d'apport ou de contrepartie financière. Concernant, également, l FATCA, toutes les banques ont fait le choix ou non de ne pas financer des US personnes. Donc, typiquement, Société Générale, on sait que ne financera pas les US personnes. Il y a tout de même aujourd'hui des banques qui financent les US personnes. Également, il y a aussi 2 points qui on a senti un point d'échauffement, c'est notamment au niveau du taux d'usure. Donc alors le taux d'usure, juste en 2 mots, c'est quoi? C'est censé protéger le consommateur, en fixant un seuil maximum auquel la banque peut prêter à son client. Cependant, ces taux d'usure sont actualisés que tous les trimestres et là, on est encore sur le taux d'usure, de la période, janvier, février, mars, et là, on en termine, donc la fin du dernier trimestre. Il est actuellement basé à 2,40. Ce qui fait qu'avec cette augmentation du taux, les petits dossiers et les clients d'un certain âge, puisque le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux effectif global et avec ce seuil à 2,40, le taux nominal, le coût de l'assurance, le coût de la garantie, les frais de courtage et les frais de dossier. Et donc sur les petits dossiers, pour les non-résidents qui ont déjà une surprime sur le taux, hein, pour pallier on va dire, au manque de rentabilité du dossier, on a senti que jusqu'à fin juin, donc ça va se terminer d'ici vendredi, certains dossiers n'étaient pas acceptés puisque comme les coûts de refinancement des banques ont fortement augmenté, les banques ont préféré ne pas prendre ces dossiers par manque de rentabilité. Et ça va changer au 1er juillet puisque ce taux va être révisé et va prendre la moyenne des 3 derniers mois et ce qui devrait être beaucoup plus facile pour cet été pour passer, les dossiers, on va dire à peu près entre 200 et 350 000 €. Concernant, l'actualité aussi sur le taux d'endettement, on en a déjà parlé dans la presse, il n'y a pas de changement, on est toujours à 35 sauf qu'elles sont beaucoup, elles ne peuvent vraiment pas déroger ou de façon très, très, très pareil, elles sélectionnent le dossier pour déroger au taux d'endettement. Donc typiquement, le non-résident, elle ne va pas déroger sur le taux d'endettement, elle va plutôt le faire sur la résidence principale. Je laisse la parole à Bertie concernant le processus d'acquisition. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'acheter, en France, hein, voilà, le process est pas forcément simple, même un peu long. Donc faut être assez patient, mais globalement, comment ça se passe? Donc il y a une phase de prospection foncière, bien évidemment, à partir du moment où vous avez, bien fixé votre cahier des charges en termes de budget, en termes de critères d'investissement. Donc le temps de trouver, hein, le bien, ça peut prendre quelques jours, à quelques mois. À partir du moment où vous trouvez un bien, qui vous intéresse, il faut faire une offre d'achat. Cette offre d'achat doit être contresignée par le vendeur. Une fois qu'elle l'est, les notaires, rentrent dans la course et vont signer, vont rédiger, ce qu'on appelle une promesse de vente ou un compromis de vente, permettant de figer, je dirais,
la transaction. C'est à partir de ce moment-là où, si vous faites un crédit, si vous faites appel à un crédit, toutes les démarches bancaires, se lancent, hein. Avant, les banques ne travaillaient pas forcément, sur le projet. Hem Et là, il peut se passer un délai entre 2 et 3 mois en fonction, si on tombe pendant les vacances d'août, par exemple, ou de Noël, où la France s'arrête. Mais sinon, globalement, il faut compter 2 à 3 mois. À partir de là, vous signez, vous retournez chez le notaire, vous signez un acte authentique. C'est à ce moment-là où, acheteur, vous devenez propriétaire du bien et vous récupérez, les clés. Et après, en fonction du projet d'achat, si vous avez, des travaux à effectuer, les travaux peuvent durer entre 2 et 6 mois en fonction de l'objectif. Et la partie recherche locataire, dans le cadre d'un investissement locatif, se fait, dans la foulée. Voilà, donc c'est un process qui peut être assez long, faut compter entre 4 et 6 mois. Alors, moi, je me permets de venir aussi sur le processus d'acquisition dans le cadre d'un financement. Alors, certes, c'est long, je suis d'accord avec toi, Bertie, mais c'est aussi pour vous protéger, hein. Il y a des étapes et tout est bien réglementé avec un notaire. La France, c'est vraiment bien réglementé, hein. Les notaires ont vraiment ce rôle de représenter l'État dans l'accompagnement de toutes les démarches pour enregistrer le prêt et vous rendre propriétaire pardon, enregistrer l'acte authentique. Donc c'est vrai que nous sommes bien accompagnés en France par des professionnels, donc les notaires. C'est pour ça que ça prend du temps parce qu'il y a toujours une recherche d'informations sur le bien, s'il n'y a pas de dette enregistrée sur le bien. Il y a plusieurs éléments qui font que c'est pour ça aussi que c'est long. Concernant, les délais, Bertie, tu as souligné peut-être la saisonnalité, le Noël. Il y a aussi l'été à prendre en compte avec les banques, c'est très important et là, on est fin juin et je ne vous cache pas que ça ralentit au niveau de la prise en charge des dossiers. Donc attention, s'il y a une transaction qui a lieu pendant l'été, je vous conseille au niveau de la clause suspensive, donc si vous voulez, on vous laisse à peu près un délai de 60 jours, hein, pour obtenir votre financement. Donc ce délai est plutôt rallongé, hein, pendant l'été. J'aurais tendance à dire là, actuellement, tous les dossiers qu'on prend en charge maintenant, on demande une clause suspensive à fin septembre pour une signature en octobre, juste pour vous donner une idée. Le mois d'août ne compte pas finalement dans le délai d'obtention. Sachant que toujours le premier mois, on a toujours un accord, ça prend moins d'un mois. Ce qui va prendre du temps, c'est toutes les démarches d'ouverture de compte, les assurances. Vous devez être assuré en cas de décès ou perte totale d'autonomie et l'envoi des documents, hein, de prêt. Et il y a aussi le fameux délai de rétractation scrivener de 11 jours. Donc, vous devez attendre 11 jours avant de renvoyer vos offres. Donc très important et c'est pour ça qu'il est important de valider le financement en amont. Même si certaines banques vous disent qu'elles ne regarderont pas le dossier tant qu'il y a pas de compromis, vous pouvez au moins aller chercher des réponses en amont. Le valider, c'est très important. On ne cherche pas son financement une fois avoir signé son compromis, mais on le valide en amont. On prend aussi, tous les éléments, liés, la liste des pièces également, c'est très important. Il faut qu'elle soit déjà prête avant même que vous signiez votre compromis. Concernant, les possibilités d'emprunt, sachez qu'il est possible de financer une résidence principale en étant non résident, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans les prochains mois. On peut tout à fait regarder ce type de demande. Il peut y avoir des clients qui rentrent, soit une mobilité d'employeur ou soit tout simplement un télétravail prévu depuis la France. C'est de plus en plus, on reçoit de plus en plus de demandes de ce type, c'est-à-dire, le client va continuer à travailler pour son employeur, mais non résident, hein, il va travailler depuis la France. On s'occupe aussi du financement des résidences secondaires. On peut tout à fait accompagner un client pour un investissement locatif ou un crédit patrimonial. Ça peut arriver dans le cadre de succession, vous héritez d'un bien et finalement, vous avez envie de racheter la part de votre frère et de votre sœur. Donc tout à fait, on peut tout à fait regarder ce type de demande. Généralement, en tant que non-résident, on emprunte jusqu'à 20 ans, ponctuellement jusqu'à 25 ans. Et concernant les types de prêts, c'est généralement de l'amortissable. Donc, vous payez les intérêts et bien sûr le capital. On peut financer jusqu'à 100 hein, quand on est non résident, mais c'est toujours moyennant des contreparties financières. Je dirais que pour une base de travail, pour obtenir un financement, partez du principe que si le bien vaut moins de 700 000 €, il faut avoir de côté 30 et ça comprend les frais de notaire. Si vous n'avez pas ça de côté, ça va être difficile derrière de trouver des solutions de financement. Au-delà de 700 000 €, il faut avoir 40 de côté
pour pouvoir trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on va vous demander tout cet apport dans l'opération, mais ça va peut-être être des opérations à fort levier où on va vous demander un certain nombre d'avoirs à laisser à la banque. Concernant les montants qui sont finançables, c'est à partir généralement de 250 000 € à plusieurs millions d'euros. Concernant le type de garantie qui est pris par les banques, c'est-à-dire comment la banque va donc prendre une garantie, si jamais en cas de défaut de paiement sur le prêt, que va-t-elle faire? Donc, soit elle prend une hypothèque sur le bien, donc souvent c'est une garantie réelle et c'est très souvent le cas chez les non-résidents, ou soit elle va se reposer sur un organisme de caution qui va cautionner votre dossier, et qui va dire je cautionne ce dossier. Donc la banque n'aura pas besoin de mettre une inscription sur le bien. Donc tout dépend en fait de chaque banque et de son schéma de décision. Alors oui, l'idée, c'est de vous présenter quelques exemples d'investissements que nos clients donc ont fait pour vous montrer le type de bien et les types de rentabilité espérés. Le premier exemple est un investissement, c'est un client parisien qui, entrepreneur, n'a pas forcément le temps de chercher, mais qui veut se développer, qui veut développer son patrimoine immobilier. Donc, et son objectif étant d'acheter plusieurs petits lots. Donc là, on a un appartement, un studio de 16 mètres carrés, un peu plus de 16 mètres carrés, en plein cœur du 10e arrondissement, à côté de l'hôpital Saint-Louis, pas loin du canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. Donc ce studio a été acheté dans son jus, hein, tout était à refaire. Et donc à terme, on a obtenu un prix de revient tout compris, à savoir le prix d'achat bien évidemment, mais les frais de notaire, les travaux, le suivi, le mobilier, un coût de revient de 216 000 € sur cet appartement-là, que nous louons aujourd'hui à 790 € charges comprises, ce qui nous permet d'obtenir une rentabilité nette de 3,49 %. Alors, dans la rentabilité nette, nous parlons bien évidemment des loyers perçus, moins l'ensemble des charges afférentes à l'appartement, type charges de copropriété, la taxe foncière, les charges de gestion, si vous confiez la gestion gérer un cabinet, et également la GLI, donc garantie loyer impayé, pour pouvoir assurer votre locataire dans cas de faille de paiement. Deuxième exemple, là, c'est un investissement qui a été fait cette année par des clients, des expatriés londoniens qui veulent développer également leur parc. C'est un appartement situé en plein cœur des Batignolles, dans la petite rue Clairaut. Il fait 37 mètres carrés 30 et on a pu, suite à des travaux assez lourds, transformer cet appartement en petites 3 pièces, voilà, avec 2 chambres bien distinctes. Et cet appartement donc a coûté avec donc le prix d'achat et l'ensemble des frais, 477 000 € et nous louons cet appartement 1 490 €, charges comprises. Donc avec les charges, bien entendu afférentes à l'appartement, on arrive sur une rentabilité nette de plus de 3 %. Autre exemple, un achat d'un studio qu'on a fait faire à des clients à Bordeaux, parce que donc, nous sommes également présents sur Bordeaux, dans un quartier très dynamique, quartier Victoire. Un studio donc pour un budget tout compris, un petit peu en dessous de 150 000 €, que nous louons 620 € charges comprises et avec une rentabilité qui dépasse les 4 %. Et enfin, un dernier exemple, d'une acquisition d'un immeuble, voilà, parce qu'on peut également accompagner nos clients sur l'immeuble en pleine propriété. Donc là, un immeuble, acheté dans le quartier de Saint-Michel, hein, donc plein centre Bordeaux également, avec une réhabilitation totale de l'immeuble, pour obtenir 9 lots d'habitation. Avec un loyer, net, annuel de 70 000 € et donc face à un prix de revient d'1 738 000, on arrive à une rentabilité nette de 4 %, un petit peu plus de 4 %. Également, je vais passer aux exemples. Donc nous avons accompagné un client qui est salarié à Miami. Il souhaitait investir dans la pierre à Paris. Donc on l'a accompagné pour l'acquisition d'un appartement au prix de 300 000 €. On lui a demandé 20 % d'apport hors frais de notaire.
et on lui a trouvé une solution à 2,10% sur 20 ans. C'était il y a quelques semaines. On a pu tout faire à distance. On ne lui a pas demandé de contrepartie financière, si ce n'est d'ouvrir un compte avec une carte bancaire. Deuxième exemple, nous avons accompagné un couple, donc ils sont tous les 2 salariés basés, dans la banlieue new-yorkaise. Ils achetaient un pied-à-terre à Marseille pour se rapprocher de la famille. Le prix d'acquisition était de 810 000 €. La solution qui a été trouvée, c'est un financement à 70 donc les clients ont apporté 30 plus les frais de notaire. Et là, on a réussi à trouver un 1,30. Donc vous allez voir un peu la différence des taux. Sachez que le taux aussi diffère de l'endroit où vous achetez. Il y a les caisses régionales, quand on achète en région, parfois les caisses régionales accompagnent les non-résidents et elles peuvent parfois avoir des très bons taux. Donc là, typiquement, c'est un dossier qui a été, saisi il y a à peu près 6 semaines. Donc on était à 1,30 sur 20 ans pour ce dossier et on a demandé au client un placement non nanti de l'ordre de 50 000 € après projet. Nous avons également, accompagné un entrepreneur, un consultant, qui était donc au Texas. Donc il a acheté un pied-à-terre à Paris, à peu près, alors il manque le prix, mais on était à peu près, à 1,5 million, 1,5 million. On lui a demandé aussi d'apporter 30 plus les frais de notaire il a eu un accord de prêt pour 1,90 sur 15 ans. C'est un peu plus difficile d'accompagner les chefs d'entreprise, consultants, que les salariés. Les banques n'ont pas toujours disons, l'expertise de pouvoir étudier la santé financière d'une entreprise à l'étranger. Donc, les solutions sont un tout petit peu plus rares aussi pour la clientèle chef d'entreprise, mais nous avons des solutions. Et pour ce client, tout s'est fait encore à distance. Bertie, je te laisse commencer sur les bons conseils et les pièges à éviter pour mener à Oui, bien. effectivement, alors ils sont assez nombreux, donc notamment les pièges, donc il faut faire attention à comment on s'y prend pour investir. Et voilà, je vais me permettre de vous définir pour moi, quels sont les bons conseils pour un bon investissement. Alors déjà, bien définir le cahier des charges, assez important. Ça vous permet d'éviter de perdre du temps, notamment, et que vous soyez, quand même en phase avec le marché. Parce que c'est vrai que, vouloir, acheter un T2 à Paris avec un budget de 100 000 €, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est de bien, de bien réfléchir en amont, à la fois la partie financière avec, des accessibilités crédits, mais aussi, de bien connaître le marché, pour savoir si vous pouvez investir, comme vous le souhaitez. Vérifier l'essentiel. Alors, on parle souvent dans l'immobilier, la fameuse règle de l'emplacement, emplacement, emplacement. Certes, l'emplacement est primordial et indispensable, mais également, méfiez-vous, de l'immeuble, de l'état notamment des immeubles. Sur Paris et Bordeaux, on peut avoir une certaine vétusté, du parc immobilier, et en fonction de là où vous achetez, vous n'êtes pas forcément vous, copropriétaire, décisionnaire de l'ensemble des travaux qu'il peut y avoir dans la copropriété en globalité. Donc, faites attention quand même, sur l'état de l'immeuble, qu'il soit bien entretenu, que les travaux de copro, soient effectués et qu'il y ait pas de malfaçon, de problématiques. Également l'appartement. On parle souvent de prix au mètre carré, en France et notamment à Paris. Effectivement, c'est important. Toutefois, si l'appartement fait 40 mètres carrés, mais dont 10 mètres carrés de couloir, ces mètres carrés-là vont pas forcément être bien valorisés. Donc, l'appartement, son agencement, son optimisation, c'est quand même aussi important à bien vérifier pour un investissement réussi. Rentabilité brute nette. Alors c'est vrai que souvent on est attiré par une rentabilité brute, bah, oui, c'est vrai que j'achète pas très cher, je peux le louer, plus cher, j'ai une belle rentabilité brute. Certes, mais faites attention quand même derrière aux charges, concernant l'appartement parce que ça peut diminuer très fortement votre rentabilité. Voilà, il peut y avoir des villes en France, où la taxe foncière est extrêmement chère, parfois, l'équivalent de 2 mois à 3 mois de loyer. Donc tout de suite, ça vous baisse votre rentabilité brute et également, l'immeuble, en fonction de sa tenue. Si un immeuble n'est pas forcément bien tenu, on peut, une des conséquences, ça peut être d'avoir des charges très lourdes, qui font que, votre rentabilité peut être, diminuée.
Se faire financer, je crois que voilà, Laure a pas mal répondu sur le fait que, le fait de se faire financer va vous pouvoir permettre aussi d'acquérir, quelque chose, d'assez intéressant en termes de budget, en utilisant bien entendu l'effet de levier. Intégrer la fiscalité aux réflexions, alors notamment dans le cadre d'un investissement locatif. Si vous y réfléchissez pas en amont, la fiscalité peut être vraiment très, très lourde sur l'immobilier. Donc faites attention parce que on parlait de rentabilité nette, si en plus de ça, vous devez rajouter une facture fiscale, au bout, ça peut être, vraiment un investissement, non réussi. Après, il existe des solutions vraiment intéressantes, pour limiter, la facture, voire même, la rendre, nulle, par, certains biais, régimes fiscaux, tels que le loueur meublé non professionnel pour ceux qui connaissent un peu et je pourrais en parler, après si vous le souhaitez. Voilà, qui vous permet vraiment de réduire la note fiscale. Trouver le bon locataire. Alors ça, c'est très important, bien évidemment, parce que vous faites, les choses dans les règles, vous trouvez le locataire et puis ce dernier ne paye pas. On n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas, les virer en 15 jours, 3 semaines, c'est pas possible. Donc là, pareil, on on vous conseille de faire très attention à qui vous vous mettez dans les lieux et également à assurer ce locataire. Même si le locataire est bien, il peut avoir des problèmes, ponctuels au cours de sa vie. Et le fait de l'assurer, alors soit par une caution bancaire, par une caution des parents, également ou alors par une assurance loyer impayé, ce qu'on appelle, donc la GLI. Vous pouvez, vivre sereinement votre investissement, et gérer et pallier les défaillances. Se faciliter la gestion, surtout quand on est à distance. C'est vrai que quand on a un bien, on se dit: «Bon, je vais pouvoir le gérer, facilement, sans problème». Toutefois, il faut quand même rester vigilant et regarder ce qui se passe encore une fois dans l'immeuble, de répondre toujours présent au locataire pour que, s'il y a une fuite par exemple, que ça ne se dégrade pas. Donc c'est pas forcément évident à l'étranger, donc effectivement, ça coûte un petit peu d'argent de le confier à un cabinet de gestion. Toutefois, n'hésitez pas à le faire, ça peut vous faire gagner, en sérénité. Neutraliser l'affect, alors surtout dans le cadre d'un investissement locatif. Alors ça souvent, des personnes souhaitent investir, et se projettent en fait dans les investissements qu'elles effectuent. C'est vrai que, la demande locative, du marché locatif peut être différente de ce que nous, on imagine. Et par exemple, sur Paris, on essaye, d'optimiser, par exemple, les surfaces pour se dire: «Bon, on achète un appartement de 30 carrés, on va essayer d'y intégrer un coin nu», par exemple, parce que c'est la demande, du marché qui nous l'impose, pour pouvoir le louer, plus cher et plus facilement. Se focaliser uniquement sur le prix. Alors c'est vrai que c'est important le prix bien évidemment et le prix au mètre carré pour pouvoir comparer et cetera. Toutefois c'est pas uniquement c'est pas la chose qu'il faut regarder, seulement. Il faut, également, regarder ce que vous achetez. Un rez-de-chaussée par exemple donnant, sur un local poubelle va pas forcément avoir le même prix qu'un 5e étage ascenseur vue Tour Eiffel. Donc il y a le prix certes au mètre carré, mais il y a également le bien, la valorisation patrimoniale de votre investissement qu'il faut regarder. Vouloir faire tout seul, sans aide, alors c'est possible, si vous êtes sur place, si vous avez du temps et cetera. Par contre, c'est vrai que la timeline est assez longue, hein, pour un investissement, et également sur la partie, travaux et puis mise en location gestion. C'est un investissement peut, être, raté à cause, voilà, d'un manquement sur, une des chaînes de valeur. Vous pouvez très bien acheter votre appartement, mais par contre, si derrière vous n'avez pas les entreprises, qui sont, valables en termes de travaux et que les travaux prennent énormément de retard, voire malfaçon et cetera, ça peut vous rendre votre investissement, je dirais, très, très compliqué à gérer. Donc faites attention effectivement à bien vous faire, entourer. Voilà, donc ça répond à au dernier piège, hein, ne pas négliger en fait, une partie de la chaîne de valeur et voilà, faites attention à bien vérifier, l'ensemble pour que le projet soit, réussi. Alors, par rapport aux conseils que j'ai à vous donner,
Déjà, dans un premier temps, je vais le répéter, mais c'est bien de valider son dossier en amont. C'est peut-être la première chose à faire. Même si on peut penser qu'on a des bonnes relations avec sa banque, le banquier dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Est-ce qu'il a pris les chiffres? Est-ce qu'il a regardé le dossier avant de vous lancer? Ça, c'est très important. Même si on est fortuné, il faut regarder son taux d'endettement parce que parfois, on peut être fortuné, mais finalement, ça ne passe pas en endettement. Et aujourd'hui, la notion de reste à vue n'est plus regardée par les banques. Aussi, le variable, le salaire variable n'est pas toujours pris en compte par certaines banques ou le futur revenu locatif. Donc, il est très important de valider son financement. Également, le bien à financer. C'est vrai qu'il faut partir sur des biens liquides. La banque regarde énormément le bien à financer. Elle va vérifier le prix au mètre carré. Est-ce qu'on est bien sur un prix de marché? Également, s'il y a beaucoup de travaux, ça va lui faire peur. Donc il ne faut pas non plus que les travaux représentent 70 du prix du bien, parce que c'est très compliqué derrière de trouver un financement. Il faut que ça reste pas plus de, on va dire, 30 de bien. Également, au niveau du schéma d'acquisition, je fais aussi allusion à une question qui est posée dans le chat. Il peut y avoir des schémas d'acquisition très intéressants, hein, on va dire il y a 2 types de schémas. Soit c'est le schéma classique en couple ou tout seul, en nom propre, ou le schéma, on va dire, family, hein, le family planning. Ce schéma, aujourd'hui, soit dans le cadre d'une structure patrimoniale du type SCI ou SARL, ou là, je vois le nom LLC, il est possible, mais surtout, par le biais de la LLC, il n'est pas possible de faire appel à un financement en France pour ce type de schéma. Il faut rester quand même sur un schéma d'acquisition assez simple, parce que n'oubliez pas, vous êtes non résident. Si on rajoute de la structure, on perd quelques banquiers. Les structures peuvent être regardées si on est sur des projets à plusieurs millions d'euros. Là, on va avoir des banquiers privés qui vont être capables de comprendre un dossier, soit de SARL ou soit de SCI, avec des enfants, par exemple, dans ces structures-là. Et tout ce qui est société étrangère qui achète en France, il est compliqué de faire appel à un financement parce qu'on n'aura pas les banques qui vont accepter. Donc, j'aurais tendance à dire schéma d'acquisition simple. Concernant l'apport, très important aussi d'avoir de l'épargne après projet. Vous ne pouvez pas tout mettre dans le projet et qu'il ne vous reste rien, parce que les banques font très attention à ce qui vous reste après projet. Ce n'est pas forcément de l'épargne qui doit être disponible tout de suite, ça peut être des stock options, mais disons qu'il faut qu'il vous reste un bon matelas après le projet. On peut aussi recevoir des dons familiaux, aucun souci. Mais moi, je vous conseille de le faire avant parce qu'on peut se faire aider de sa famille, mais ça doit être réglementé. Le notaire peut faire une attestation. Mais pareil, on regarde toujours la provenance des fonds et comment l'apport a été constitué. C'est vraiment très récurrent sur les dossiers de non-résidents, le justificatif de l'apport. Même si votre apport est aux États-Unis, ça ne pose aucun problème, hein. On peut tout à fait monter une demande de financement. Vous n'avez pas besoin de changer tout de suite dollar, euro, hein, tant que ça vous appartient, tout simplement. Concernant le taux d'endettement, bien sûr, il faut le vérifier, je vous ai dit. Au niveau des comptes, pareil, il faut une gestion de compte irréprochable. Et surtout, quand on a des clients qui ont beaucoup de comptes bancaires, ça peut être aussi un peu rédhibitoire. Parce que la banque, elle a besoin de très vite comprendre le dossier. Donc, c'est vrai que d'avoir beaucoup de comptes aux États-Unis, ça arrive souvent. C'est pas toujours très bon. C'est pas toujours très bon. C'est bien d'avoir à peu près deux, trois banques, mais pas plus. En autre conseil, j'aurais tendance à dire de bien vérifier la saisonnalité, ça on en a parlé. Également, assurez-vous que la banque finance les non-résidents et US person, ça c'est très important. Aussi des processus à distance, il y a certaines banques qui vous demandent de vous voir physiquement. Donc ça aussi c'est important. Si on habite San Francisco, c'est pas toujours évident. Concernant aussi, préparer bien les documents, hein. Pareil, il faut que les documents soient là et donc si vous avez déjà des biens en France, il faut être en règle avec le fisc français. Il faut que le compte en France soit bien tenu parce que c'est comme ça qu'ils vous jugent, hein. Ils vont se dire: «Est-ce que le compte en France est bien tenu? Je n'aurai pas de problème à rappeler mon client si jamais il y a un découvert», par exemple. Parce que parfois quand on est à l'étranger, on n'a pas toujours accès à ces codes en ligne et il peut y avoir des décalages. Donc là, c'est pareil, ils vous jugent un petit peu là-dessus, quelle que soit la qualité du dossier. En autre conseil, de ce qu'on peut voir, c'est bien sûr, faites attention aux délais, très important.
Pareil aussi à l'emplacement du bien. Voilà. J'ai pas d'autres conseils à vous donner. Voilà, il faut juste bien faire ses devoirs en amont. Bien sûr aussi, il y avait la situation professionnelle, hein, je vous ai expliqué les chefs d'entreprise, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et par rapport aux structures aussi, je vous avais, expliqué tout ça. Voilà. Alors n'hésitez pas, nous allons prendre, vos questions. Hem, Merci beaucoup à vous deux. Bertie, Ouais. Il y a vos contacts aussi à la fin de la présentation, me semble-t-il. on va les Euh, mettre tout de suite. Voilà. Ouais, dans tous les cas, on mettra le replay qui repassera évidemment sur French Morning. Vous y aurez accès. Donc, vous pourrez évidemment recontacter Bertie et Laure. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. On a pas mal de questions. Alors, vous avez pu y répondre pendant la présentation, donc c'est super. On avait notamment une question de Brice qui demandait qui est déjà, enfin, qui a déjà un bien en France et il demandait quel est le pourcent des loyers existants qui vont être pris en compte par la banque pour avoir, enfin, sur la nouvelle location, pour faire une nouvelle acquisition. Alors ça, c'est donc combien le pourcentage Ouais, le loyer va du être loyer qui va pris en être pris compte en si je compte? comprends bien Alors, la question. Ouais. bien sûr, donc sur les revenus existants en France, et même, à l'étranger, hein, si vous êtes, déjà vous avez plusieurs biens immobiliers, on va prendre en compte 70 du du loyer existant dans le Des calcul de loyers, l'endettement. charges comprises, hein? 70 en effet, puisque, voilà, c'est alors le futur loyer, c'est toujours la question, il n'est pas toujours pris en compte. Il ne faut pas non plus que le taux d'endettement repose sur ça. Voilà. Et pourquoi on prend 70 c'est justement pour, anticiper toutes ces charges. D'accord, merci. On avait aussi une question de Anne-Lorraine. Alors, il y a eu du mouvement sur les questions de location de meublés que tu as évoqué aussi, Bertie. Est-ce qu'on peut faire un rapide point là-dessus sur la location meublée versus non meublée? Ouais, alors très rapidement, alors la location meublée vide peut avoir un impact, fiscal important. Quand vous louez, un appartement en vide, vous êtes, assujetti donc aux impôts, dans le cadre de revenus fonciers. Ces revenus-là, vont, venir se rajouter aux revenus, classiques, je dirais imposables et vont être taxés sur la tranche marginale d'imposition. Donc, là à hauteur donc, en fonction de la tranche marginale de 30 45 pour les plus hauts revenus, plus la CSG-CRDS. Donc en fait, la note fiscale peut être très, très lourde, sur des revenus fonciers en location vide. Et vous pouvez déduire des charges, notamment les travaux, des charges de copropriété, les taxes foncières, et cetera. Mais très souvent, ça ne va pas suffire pour, rendre, un résultat nul, voire même un déficit. La location meublée, donc qui est une location plus courte, hein, en France, c'est une location d'1 an renouvelable tacitement. Le gros intérêt, qu'elle a, c'est que vous pouvez bénéficier de donc ce fameux régime loueur meublé non professionnel. Alors il faut pour cela acheter en nom propre ou via une SCI, une société familiale, une SARL de famille. Et si vous rentrez donc dans ces cases, vous pouvez bénéficier de ce régime qui vous permet de déclarer vos revenus, en bénéfices industriels et commerciaux et par un jeu, je dirais comptable, vous allez pouvoir amortir le bien qui va vous, créer des charges, supplémentaires, et qui vont vous permettre de réduire le résultat de le loyer que vous allez déclarer. Donc vous allez déclarer un loyer brut, moins l'ensemble des charges et également moins l'amortissement. Voilà, donc la déclaration est obligatoire, hein, chaque année, malgré tout. Toutefois, vous allez déclarer un résultat négatif, en fait, hein, et ce pendant de longues années parce que l'amortissement se fait sur entre 20 et 25 ans. Voilà, donc c'est un énorme, avantage et donc vous ne payez pas d'impôt sur les revenus que vous percevez, revenus locatifs. Super. Je vais je vais prendre la Ouais. question, de l'âme, Nguyen. Ouais. Pouvez-vous confirmer que pour un achat plus rénovation de 500 K, il faut compter 30 d'apport plus 10 de frais de notaire, donc environ 200 KE de ma poche? Vraiment, alors ça dépend,
ça dépend de l'endroit où vous achetez, de la typologie de bien. Donc c'est pareil, ça demande une réflexion. Où achetez-vous? Il y a certaines banques en fait qui ne financent pas partout en France, pour information. Il y a une question de territorialité, hein, des banques. Donc fatalement, les non-résidents achètent plus à Paris, Côte d'Azur et les Alpes. Donc on va forcément trouver plus de banques dans ces zones-là qui accompagnent les clients non-résidents. Donc vraiment, votre dossier, je ne peux pas vous répondre, mais disons que 30 d'apport plus les frais de notaire, ça me semble correct. Mais encore une fois de plus, tout dépend du bien, de l'adresse du bien. Est-ce que c'est un bien dans une zone très rurale? Et dans ce cas-là, on a peut-être moins de banques. Donc tout dépend aussi de la banque derrière que nous allons avoir. Voilà, juste pour vous donner une idée, hein, en 2021, nous avons financé plus de 80 millions sur le non-résident. La première clientèle qui a besoin de nos services, c'est les clients des États-Unis. Et à peu près, hein, en termes de banques, on a interrogé à peu près, hein, une bonne quinzaine. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où vous achetez. Nous, on essaye toujours d'aller aussi, si c'est un bien en région, d'aller interroger les caisses régionales, parce que souvent les caisses régionales ont les meilleurs taux. Elles ne sont pas toujours ouvertes aux non-résidents, mais disons qu'on essaye, dans un premier temps, d'aller vous chercher le meilleur taux et en région. Et si ce n'est pas possible, on va partir avec des banques généralistes, hein, qui financent partout en France et qui vont obligatoirement demander ce type d'apport. Super, merci. On avait une autre question de Françoise, alors très concrète. Elle est propriétaire de sa maison dans le New Jersey et pense acheter une maison en France pour y prendre sa retraite. Est-il plus facile de vendre sa maison d'abord aux États-Unis et déménager en France, ou de louer dans un premier temps et d'acheter ensuite? Alors, tout dépend de, déjà, est-ce que votre apport est dans l'equity de votre résidence principale? Déjà, c'est le premier point. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'apport qu'il faut en dehors de la résidence principale. J'aurais tendance à dire que c'est mieux de préparer sa future arrivée en présentant le dossier en résidence secondaire dans un premier temps. Pourquoi? Parce que si vous présentez le dossier en résidence principale, il va y avoir trop d'interrogations. Qu'est-ce qui va se passer en France au niveau de l'employeur, au niveau des revenus? Donc, j'aurais tendance à dire que si vous n'avez pas besoin de cet apport, déjà, dans un premier temps, faites cet achat depuis les États-Unis pour acheter en France. Et si vous avez besoin de cet apport pour pouvoir vous lancer dans l'opération en France, j'ai envie de vous dire, il faut vendre, mais dans ces cas-là, pour le crédit, il faudra donner des garanties en termes de qu'est-ce qui va se passer au niveau des revenus quand vous allez arriver en France. Et généralement, c'est vrai que les banques, par expérience, préfèrent quand les clients qui se lancent dans un projet immobilier en France soient déjà propriétaires aux États-Unis. J'espère avoir répondu à la question. Je pense absolument. Et, merci Françoise pour la question. N'hésitez pas à la poser en direct si besoin. Je vois une question sur les taux de rentabilité. Donc on a présenté des dossiers, des investissements avec des rentabilités nettes, entre 3 et 4 donc ce qui correspond à du brut entre 4 et 5 donc on me demandait si, j'ai des exemples entre 10 et 15 Alors j'adorerais, vraiment, ça serait top. Toutefois à Paris et Bordeaux, dans des zones tendues, c'est impossible. Pour avoir ce type de rentabilité-là, moi je vous conseille très fortement d'aller dans les villes, moyennes, voire potentiellement dans les zones rurales, ou alors périphérie de grandes villes, dans des zones à devenir. Alors après, avec tous les risques que ça comporte, et notamment, je dirais, le risque de vacances locatives, parce qu'il est vrai qu'à Paris et à Bordeaux-Centre, la vacance locative, on ne le compte même pas dans la rentabilité parce qu'on en a quasiment jamais. C'est une zone tellement tendue. À peine un appartement est libre, qu'on retrouve un locataire pour pouvoir le louer. Dès que vous partez un petit peu plus loin, en fonction de quand part le locataire, vous pouvez avoir quelques mois où l'appartement est vide. Donc ça, faites attention à cela. Et également au fameux risque d'impayé, parce que c'est vrai que les dossiers qu'on reçoit comme un dossier locataire sur Paris et Bordeaux sont des dossiers solides, sans problème de paiement. Peut-être que dans les villes moyennes, les dossiers sont un petit peu plus légers, et donc voilà, il faut se méfier de cela. Donc 10-15 dans les grandes villes, c'est très compliqué. À l'extérieur, pourquoi pas, mais soyez vigilants.
Merci. On avait une autre question de Anne-Jade qui nous demandait si c'était possible, alors c'est pour Laure, de financer une rénovation uniquement ou c'est nécessairement une acquisition? Alors, j'aurais tendance à dire que la rénovation seule, ouais, enfin, peut-être que c'est possible, mais en tous les cas, sur les dossiers, sur les interrogations de dossiers de rénovation seule, nous n'avons pas, on n'avait pas trouvé la solution, vraiment. Parce que souvent, ce qui se passe, s'il y a déjà un crédit sur le bien, les banques ne veulent pas se mettre en second rang. S'il n'y a pas de crédit sur le bien, dans ces cas-là, on est plus sur du prêt hypothécaire parce qu'il faut tout de même qu'elle prenne sa garantie quelque part. Et le prêt hypothécaire aujourd'hui, à ce jour, pour du non-résident, on va dire que c'est quasiment impossible. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire un projet de rénovation seul. Tout dépend aussi de la région où vous achetez, où vous faites rénover. Disons, on va avoir une solution pour la région PACA. Donc, je ne sais pas si votre bien est en région PACA, rénovation seule, il ne faut pas qu'il y ait de crédit sur le bien et peut-être qu'on peut regarder. N'hésitez pas à nous interroger. Mais par contre, si c'est en dehors de la région PACA, comme ça, je ne vais pas avoir de solution pour la rénovation seule. Une autre question, puis-je ouvrir un compte en banque en France en tant que résident aux États-Unis? C'est très Tout à fait. technique. Oui, Tout sans à problème. fait, vous pouvez. Il y a juste certaines banques qui ne financent pas et qui ne veulent pas entrer en fait, qui ne veulent pas. C'est pas ne pas financer un US person, c'est pas ça. C'est ne pas entrer en relation avec un US person. Pourquoi elles ne veulent pas? C'est tout simplement certaines banques ont fait ce choix. Pourquoi? Quand elle entre en relation avec une US person, elle a des obligations vis-à-vis du fisc américain de reporter vos avoirs notamment. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi avec vous au sujet des placements, au sujet des assurances. Donc, elle n'a parfois pas toujours envie elle doit assurer un suivi qui n'est pas toujours rémunérateur puisqu'elle ne peut pas vous approcher sur des produits de placement ni d'assurance. Donc, elle n'a que le crédit. Et en plus de ça, elle a pas mal d'administratifs. Donc, certaines banques ont pris le parti de ne pas accompagner les US personnes. D'autres ont vu finalement l'opportunité parce que souvent, aux États-Unis, le client français qui est aux États-Unis, il a bien réussi dans sa vie. C'est souvent des très beaux profils. Et certaines banques ont pu déceler ça et voir l'opportunité de ces clients. Notamment, elles peuvent facturer un tout petit peu plus sur le taux, sur les frais de dossier. Elle va aussi peut-être cibler ses clients parce qu'ils vont peut-être un jour revenir en France, ils vont avoir d'autres sujets. Donc, on a tout de même des banques qui souhaitent accompagner les clients des États-Unis parce que ce sont des très bons dossiers et des très bons payeurs. Et également, le montage d'un dossier d'un client américain, il est très simple. Pourquoi? Parce que les tax returns, tout est dit. On connaît toute votre vie rien qu'en lisant un tax returns. Donc, disons, des dossiers assez simples. Et puis, au niveau conformité, c'est pareil, tout est bien réglementé. Donc la banque, se sent sereine sur le montage d'un dossier US. D'autres banques ne veulent pas parce que justement, c'est par rapport au fisc américain. Elle ne veut pas faire de faux pas, donc elle préfère ne pas prendre le dossier. Voilà, tout simplement. Et donc, D'accord. concernant des banques qui ouvrent des comptes aux Américains, je ne peux pas vous donner parce que ça dépend vraiment ça dépend complètement du contact. Alors, les banques qui ne financent pas les Américains, je vous ai cité, il y a Société Générale. Après, tout dépend aussi de l'agence. Est-ce qu'elle a une appétence pour ouvrir le compte? Mais en tout cas, je peux vous confirmer qu'il y a bien des banques qui ouvrent les comptes aux clients qui sont aux États-Unis. Et il y aura de plus en plus de nouvelles opportunités à partir du mois prochain. Des nouvelles opportunités parce qu'en fait, aujourd'hui, comme le taux du crédit a toujours été bas on va dire sur les 3-4 dernières années, le crédit n'était pas rémunérateur pour les banques. Pour elles, c'était un produit d'appel pour pouvoir commercialiser d'autres produits et notamment les produits d'assurance. Les produits d'assurance, en banque, il faut se dire que ça rapporte presque 50% d'un PNB. Donc, c'est très important. Et le non-résident n'est pas toujours éligible à ces produits d'assurance et de placement. Donc finalement, le crédit n'est pas vraiment rémunérateur non plus. Et en plus de ça, elle doit faire beaucoup d'administratifs avec le client parce qu'il habite dans un autre pays. Donc, elle doit faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que sur les dernières années, peut-être que les banques étaient un petit peu plus, peut-être un peu moins ouvertes aux non-résidents. Moi, je pense sincèrement que les perspectives sont plutôt bonnes. Pourquoi? Parce que les taux vont augmenter, le crédit va, je pense, être un peu plus rentable pour les banques également.
Je pense qu'il va y avoir des belles perspectives pour les non-résidents. Moi, je fais ça depuis plus de 10 ans. Sincèrement, il y a toujours eu des banques. Il y a certes des banques qui ont arrêté, mais il y en a toujours eu. Pourquoi le non-résident, il a une bonne situation à l'étranger. Il a également un pouvoir d'achat peut-être que la moyenne nationale en France n'a pas. C'est des clients qui ont de l'argent pour placer aussi, donc intéressant pour la banque. Donc j'aurais tendance à dire que, pour moi, les perspectives sont plutôt, bonnes pour le non-résident. Même si les taux augmentent, les non-résidents sont totalement en phase avec ça. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, j'ai cru comprendre qu'on empruntait à plus de 4 actuellement. En Angleterre, c'est pareil et sachez aussi qu'en Angleterre, les taux ne sont pas toujours fixes et d'ailleurs, je crois au Canada également. Aux États-Unis, je crois que les taux sont fixes, bon, jusqu'à 30 ans, mais aujourd'hui, en France, on peut encore emprunter à moins de 2 sur 20 ans, hein, tout de même. Donc pareil, ça donne de la stabilité à l'investissement, immobilier puisque entre guillemets, «le coût de l'emprunt» est fixé pour les 20 prochaines années. Alors que les loyers ne le sont pas pour le coup, mais ils sont, indexés, sur un indice de référence de loyer qui augmente, chaque année. Voilà. Et concernant l'apport, ça peut paraître assez conséquent, mais pareil, j'ai fait un point avec mes confrères, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Angleterre. L'apport moyen qui est demandé pour un non-résident qui achète dans ces pays-là, il est quasiment aussi de 30 plus les frais, hein. Donc, ça reste tout à fait abordable. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin. Je pense qu'on a bien parcouru voilà, les opportunités et merci pour vos conseils précieux. De toute façon, le webinaire sera diffusé en replay, donc n'hésitez pas à contacter Bertie et Laure si vous avez plus de questions. Merci à vous deux. Merci. Merci French Morning, merci Clément. À très bientôt sur French Morning. Et ben, bonne fin de soirée pour ceux qui sont en France et bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis.